Bienvenue dans le Show Nomade, un nouveau podcast de ma vie en van, enregistré toutes les semaines sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes ou Fofo si vous êtes ma petite nièce. Dans ce podcast, on va parler principalement de nouvelles nomades, de la vie en van, de vie simple, de comment vivre de cette manière, de la réalité derrière les nombreux filtres Instagram et de plein d'autres sujets comme vous le verrez au fur et à mesure de nos épisodes. Comme je le disais, je vous donne rendez-vous tous les lundis pour une petite demi-heure ensemble, donc c'est parti pour le premier épisode du Show Nomade. Bienvenue à tous. Cette semaine, on va parler d'un sujet assez polémique ces temps-ci dans le monde du nomadisme, c'est le boondocking, autrement connu sous le terme de camping sauvage. Récemment, alors que l'été amène toujours plus de monde sur les routes, de nombreux événements ont terni un peu l'image des vanlifers et c'est donc ce dont on va discuter dans cet épisode, en long et en large. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation de nul autre que la page Patreon de Ma Vie en Van, sans qui je n'aurais pas pu commencer ce podcast. Si tu veux avoir en exclusivité tous les épisodes, les films, les vidéos, les lives privés, les livres et participer activement à tous les projets de Ma Vie en Van, rends-toi sur patreon.com/maviesenvan. Pour 2$, tu as accès à tout le contenu. 3$, tu peux devenir contributeur et 5$, ton nom est au générique de Ma Vie en Van. Donc, si tu aimes le contenu que je propose, que tu veux supporter la plateforme et que tu veux toujours plus de contenu, va sur patreon.com/maviesenvan. D'ailleurs, un gros merci cette semaine particulièrement à Matt, alias Prof du Web, qui est membre Patreon depuis le début et qui a lui aussi un super podcast sur les nouvelles technologies et le minimalisme. Son podcast s'appelle l'Eclectic Show. Allez écouter ça, c'est super informatif et vraiment très agréable à suivre. Donc merci Matt pour ton soutien. Donc, ce bon vieux camping sauvage, ou boondocking, comme on l'appelle si souvent, c'est l'un des aspects principaux de la vie en van, quelque chose qui pour beaucoup d'entre nous représente la liberté de ce mode de vie, mais une liberté qui a des limites et est souvent ternie. Au Québec, depuis la fin du confinement et le début de l'été, il y a eu pas mal de polémiques autour du camping sauvage car de nombreux endroits ont été sauvagement, c'est le cas de le dire, assaillis et salis par... Je ne sais pas trop comment les appeler, ces semeurs de troubles ou juste des sans-dessins, comme on dit en bon québécois, des gens qui n'ont aucun respect pour ces endroits et la plupart de ces gens ne sont même pas nomades. Cela dit, le problème, c'est que les conséquences des actes commis par ces personnes-là prennent la forme d'interdictions totales et de lois municipales qui bannissent l'usage et la présence de vannes ou tout autre véhicule habitable sur ces endroits et dans ces régions. Et tout ça a un réel impact sur les nomades, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Tout ça a commencé à Gaspé, avec une interdiction totale du camping sauvage. C'était au début de l'été, une mesure qui rend techniquement illégale toute forme de stationnement de nuit, que ce soit dans une Toyota Prius ou dans un Sprinter aménagé. Bientôt, il ne sera plus possible de camper n'importe où à Gaspé. S'il est pratiquement acquis que le camping deviendra illégal dans les stationnements de la ville et des centres d'achat, la municipalité n'a toujours pas tranché à savoir si les plages seront touchées par cette interdiction. Mesure qui, tout comme les barres de hauteur en Europe, est elle-même à la limite de l'illégalité car nous sommes en démocratie et la liberté de circuler sur la voie publique avec notre véhicule est techniquement garantie par nos bonnes vieilles constitutions. Mais comme pour donner raison à ces mesures anti-van life, fin juin encore ou début juillet, un endroit bien connu et très apprécié des nomades à l'île aux Coudres, au Québec, où, comme le rapporte Geneviève du groupe Québec Vanning sur Facebook, des besoins faits et laissés derrière le presbytère, des déchets jetés à terre, une bataille à coups de poing dont la police a été demandée sur les lieux. Suite à ces agissements déplacés, il y a eu consultation d'un comité sur l'île et ils sont rendus à évaluer les droits d'accès aux vanlifers et motorisés souhaitant se loger hors des campings privés. Certains lieux ont déjà été barrés par des blocs de béton.
Quelques jours plus tard, c'est à Douglastown, en Gaspésie, un endroit parmi mes favoris personnellement, peut-être dans mon top 3 des endroits de boondocking que j'ai fait au Québec. C'est une réserve naturelle, un milieu fragile, une plage que vous avez sûrement vu dans mes vidéos que j'ai souvent filmées. Une plage est un endroit où l'on peut camper gratuitement, de manière autonome, mais avec respect. Enfin, c'est ce que je pensais. La raison pourquoi, c'est parce qu'il n'est pas géré par les municipalités, mais par le fédéral, ce qui fait qu'il n'y a pas de législation sur le camping sauvage, comme dans beaucoup d'autres municipalités de la Gaspésie. C'est un endroit magnifique, donc vous avez vu plusieurs fois dans mes films, mais j'ai été très triste quand j'ai lu cet article de Radio-Canada. D'ailleurs, tous les liens des articles et des choses citées dans ce podcast sont ajoutés chaque fois en note de description. L'article rapporte: excréments humains, papier hygiénique souillé, sièges de voitures abandonnés, les déchets laissés par des campeurs sur la plage de Douglastown à Gaspé dérangent des citoyens qui ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Le problème là-dedans est que ceux qui commettent ces exactions ne sont pas les gens faisant partie du mouvement nomade. Je suis sûr de ça à 97%. Parce que je sais que le mouvement nomade dont je fais partie et dont des milliers d'autres personnes font partie est, pour l'immense, si ce n'est l'entière majorité, attaché au respect des lieux et des locaux, à la préservation et à la conservation de ces endroits. Mais ça, les élus, les maires, les médias n'ont pas l'air de vouloir faire trop la différence entre les saccageurs et les vanlifers. Pour discuter du sujet, j'ai avec moi cette semaine Jerry Lauzon, Jerry qui est cofondateur du groupe Québec Vanning sur Facebook et avec qui j'ai déjà fait quelques vidéos sur la vie en van. Salut Jerry, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Florent? Jerry, t'es aussi un nomade à temps plein et Oui. t'as la particularité d'avoir été un ancien applicateur de la loi, on peut dire ça? Oui, je faisais l'application des règlements municipaux spécifiquement. À chaque année, il y a toujours des affaires comme celles qui sont arrivées qui arrivent, mais cette année, ça a l'air particulièrement chargé. Comment t'expliques ça? L'île aux Coudes, Douglastown, la Pointe-aux-Anglais, près du parc du Bic, etc., etc. Moi, je te dirais, cette année en particulier, à cause du COVID, les gens ne peuvent pas sortir du Québec vraiment. On parle en Ontario, là, mais en général, les Québécois vont aller dans les maritimes ou même aux États-Unis, genre Wildwood. Mais là, ces frontières-là sont fermées pour cet été. Fait que les gens, par choix, par pas avoir le choix, visitent le Québec. Donc, tout ce monde-là qui sortait de la province, maintenant, sont chez nous. Et ça augmente le volume là, nécessairement. Puis il y a l'autre facteur humain que je comprends pas encore. Après 3 mois de confinement, tout le monde vire fou. Puis surtout qu'on sort de chez nous, on se laisse aller. Là. Comme ce qu'on a vu à Rodden, la première fois de l'histoire qui avait sorti, là, puis ça n'a rien à voir avec le Van Vice. Les gens ordinaires qui ont foutu le bordel au chute à Rodden. C'est incroyable. La première réponse après qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, c'est d'interdire. Parce que c'est comme si il y a une sorte de raccourci qui a l'air d'exister entre les gens qui font ça, ce sont des gens qui vivent de manière nomade. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'éviter que la première réponse des autorités, ce soit d'interdire parce que je sais pas comment on peut faire? Alors, moi, je dirais qu'au lieu d'avoir la réaction coup du nous, de faire l'interdiction immédiatement, c'est d'évaluer la situation et de l'encadrer. Parce que les villes ont déjà des règlements en place légitimes pour ce qui est du contrôle du stationnement et du contrôle aussi des ordures. Les gens qui dompent le vidange partout, là, il existe des règlements pour ça. Là. Fait que pourquoi créer une nouvelle affaire pour interdire que les gens vivent dans leur véhicule? Moi, j'ai pas de problème à ce que une ville décide de légiférer sur ses endroits publics. Ça, j'ai aucun problème avec ça. La grosse affaire qui me dérange, puis on va donner comme exemple là, Gaspé récemment, qui légifère pour réglementer une activité légitime qu'on fait dans notre véhicule, légalement stationné sur la voie publique. La voie publique, tu payes tes plaques, là, tu as accès partout au Québec. Et en Amérique du Nord, d'ailleurs. Fait que ce que je fais dans mon véhicule, tant que ça ne relève pas du code criminel, il n'y a pas une ville au Québec ou même au Canada qui doit avoir le pouvoir de légiférer sur manger ou dormir dans ton véhicule. Là, ça regarde personne. C'est légalement stationné sur la voie publique. Les villes ont déjà des outils. Fait que je comprends pas pourquoi ils vont s'acharner à brimer un droit fondamental qui est de... Tu sais, parce que notre véhicule, là, c'est chez nous. Là. Et s'il est légalement stationné, ce que je fais dedans, ça regarde personne. Mais viens pas faire un règlement qui stipule noir sur blanc que je peux pas dormir dans mon véhicule. Je suis désolé, ils n'ont pas le droit de faire ça.
Ouais, puis c'est ça, c'est drôle parce que chaque fois qu'il y a un événement comme les choses, tu sais, qu'est-ce qu'on voit, les résultats, par exemple, à l'île aux Coudes ou à Rawdon ou quoi, euh, c'est comme s'il y a la première réponse, c'est de mettre le doigt sur nous en tant que nomades. Donc, penses-tu que au-delà des abus, en fait, il y a aussi une pression des campings privés qui, bon, faut dire, nous aiment pas trop quand on est adepte du boondocking? Penses-tu il y a plus que juste les dégâts et Euh, donc, parce qu'il y a eu un dégât, on interdit? oui, le camping au Québec a un gros lobby là, qui s'appelle Camping Québec. Récemment, il mentionnait, nous, ce qu'on vit, c'est 100% de l'occupation de tous nos campings. Tous les gens qui sont sur la route, là, il n'y aurait pas de place pour accueillir tout le monde, premièrement. Puis, deuxièmement, l'industrie refuse d'évoluer avec les temps. La grosse différence avec, mettons, le 30 ans, les gens qui avaient des VR, il fallait qu'ils se branchent quelque part. Il n'y avait pas le choix. Fait que les campings faisaient ça, c'est parfait. Mais là, avec les véhicules qui s'en viennent de plus en plus autonomes, pourquoi j'irais me brancher si je suis autonome? Je n'irais pas payer 40 pièces par nuit pour aller me brancher quelque part que j'ai pas besoin. Là, tu sais. Fait que ça serait au camping d'étudier la situation puis de voir, OK, comment je peux répondre à un besoin? Parce qu'on a quand même des besoins. On arrête parfois dans les campings parce que, faut prendre nos douches, faut se laver, faut faire notre buanderie. Tu sais, même des fois, on n'a pas de choix pour se trouver un spot. Mais là, si on peut se parquer là, juste pour la nuit pour, je sais pas, moi, 10-15 pièces sur un camping sans autre chose, ça serait parfait, ça. Puis je suis sûr qu'ils ont de la place pour accueillir ce genre de stationnement-là. Et de ton côté, je sais que tu as souvent écrit aussi des lettres ouvertes aux maires, aux élus locaux. C'est quoi la réponse que tu as eue? As-tu eu des réponses parfois à tes lettres qui justement parlaient de ça? J'ai eu une très bonne réponse. Ouais, j'ai eu une très bonne réponse il y a 2 ans de la mairesse de Rivière-du-Loup. D'ailleurs, je suis passé par là pendant mon voyage cette semaine. Qui, eux, regardaient pour empêcher les gens de stationner au Walmart. Puis finalement, ils ont viré le rapport de bord parce que, tu sais, nous autres, moi, j'avais fait comprendre à la mairesse, écoute, si vous nous barrez partout, on va aller ailleurs, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, je ne sais pas si mon intervention avait de quoi à faire là-dedans, mais ça demeure qu'aujourd'hui, tu peux passer une New Walmart à Rivière-du-Loup, il n'y a pas de problème. J'avais contacté Tadoussac où c'est m'emmener parce que, concernant les dunes, j'ai la même affaire qu'on s'organise pour faire non seulement une corvée de nettoyage, mais aussi la sensibilisation. Puis le maire n'était absolument pas ouvert, il voulait rien savoir parce qu'il. Ces mots, là, on est des cheats qui vont là et qui ne dépensent pas une scène. Je diffère sur l'opinion, mais enfin, lui, c'est sa perception des choses. Puis souvent, c'est la perception des élus. J'ai envoyé à Gaspé aussi, puis à ce jour, j'attends toujours une réponse. J'ai jamais eu de retour. Ouais, il y a l'idée qui circule de se créer une sorte d'association ou de membership qui assurerait qu'on fait partie des bons gars, tu sais, mais des bonnes filles. Penses-tu que ce serait possible à mettre en place? Oui, c'est de savoir, tu sais, parce que tout le monde vit partout. Comment qu'on s'organise. C'est sûr que la technologie aujourd'hui, ça se fait dans le domaine du possible. On m'a approché, mais pas de façon sérieuse. J'ai eu des demandes à cet effet-là de partir une association de nomades. Puis on s'entend, les nomades, c'est pas juste ceux comme moi qui font ça à temps plein, mais les temps partiels aussi ont autant de droits que nous là, à vivre notre style de vie. Là. Fait que je vais dire, Florent, présentement, là, je suis à la clôture. Oui, non, je vais full out. Je m'organise pour partir une association, je m'organise pour pogner une étiquette et l'amener en cours. Ou je regarde l'autre versant de la chose, c'est de disparaître underground, puis vous entendez plus jamais parler de moi. Fait que c'est dérangeant à ce point-là. Ouais, c'est ça, je comprends, parce que la solution ultime, en fait, présentement, c'est un peu, ça a l'air que c'est surtout de découvrir d'autres endroits. Par exemple, tu sais, quand Tadoussac a interdit le camping sauvage sur les dunes, etc., et sur tout son territoire, ben, les nomades étaient bienvenus, je pense que c'était aux Escoumins, à quelques dizaines de kilomètres. Après, beaucoup disaient que quand Gaspé a mis son règlement, ils disaient qu'ils allaient aller en Nouvelle-Écosse. Moi, présentement, tu sais, je suis en Colombie-Britannique et je dois dire que le camping ici, le camping sauvage, le boondocking, c'est un autre niveau en termes d'accès à des endroits. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai pas l'intention de me cacher pour vivre mon style de vie. Pourquoi j'aurais à me cacher? J'ai pleinement le droit de faire ce que je fais là. Je pencherais plus vers aller all out, puis représenter du monde, puis faire des moves. Puis je pense aussi qu'au niveau des gouvernements, on est quand même une minorité. Puis tu sais, je pense qu'on n'est pas trop bien connu de la population générale, des gens qui vivent comme nous, dans nos véhicules.
par choix. Pas par nécessité, mais par choix. Fait que on est des itinérants, mais on a des moyens. Ouais. Fait que on tombe entre deux cracks. Fait que va falloir aller gratter dans le code civil, puis la Charte des droits et libertés, puis il va falloir qu'il y ait une jurisprudence là-dessus. Il va falloir, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir que j'aille me pointer dans une place comme Gaspé ou Carleton-sur-Mer, puis me faire donner un billet, puis de le contester en cours. Arrête toi. Parce que sans ça, il n'y aurait jamais rien qui va avancer. Puis c'est drôle parce qu'à la fois, pour qu'il y ait un impact, il faudrait qu'on soit plusieurs à le faire, mais à la fois, les endroits, ils sont appréciables et appréciés quand il n'y a pas beaucoup de monde, fait qu'on ne veut pas non plus aller à un endroit en masse avec genre 8000 vannes, tu sais. Donc c'est un peu, pour agir, ça c'est un peu délicat. Hein? Ben, c'est ça, puis tu sais, on le sait tout, là, on ne veut pas se tenir où il y a 200 vannes qui traînent, là, c'est pas notre style, on veut être tranquille, nous autres avec. Nous autres avec, on aime ça être tranquille. On avait fait une vidéo ensemble l'été passé pour évoquer ce dont tu parlais sur ton blog, les 50 principes du boondocking afin d'éclairer ceux qui... 53 bonnes pratiques pour éclairer ceux qui se posaient la question sur comment bien agir. D'ailleurs, le lien, je le mets dans les notes de description de ce podcast. Oui. Quoi d'autre penses-tu qu'on peut faire pour sensibiliser le public sur la question et les élus? Si tout le monde envoie une lettre et affirme, tu sais, sa bonne intention, peut-être les choses changeront. Ça, puis je pense que tu sais, on a beau vouloir approcher les municipalités, mais ils ne sont pas ouverts du tout à ça. Et d'ailleurs, dans ma correspondance avec Gaspé, j'avais envoyé un lien aux 53 bonnes pratiques du boondocking pour dire que, tu sais, on tente de promouvoir ça puis de suivre ça. Comme je te dis, à ce jour, j'ai toujours pas eu de retour. Il y a zéro ouverture, il n'y a pas de communication. Puis pendant ce temps-là, ben, les gros bonnets comme Camping Québec, ben, les autres se font écouter. Puis c'est ça. On est une bête à part. Ça donne ce que ça veut, mais ça va peut-être évoluer dans le temps, je ne sais pas. Tu sais, il y en a d'autres mondes dans la communauté de la vie nomade là, que je trouve désolant, qui pourraient s'impliquer plus. On a quand même des droits fondamentaux à faire respecter. Puis il y a bien de ces gens-là qui promouvaient le lifestyle à outrance, mais ne participent pas à ces enjeux-là. Tu sais, en tout cas, s'ils le font, je n'entends jamais parler, là. Fait que moi, j'étais un petit poisson dans ce lac-là. C'est drôle parce que j'allais te parler justement de ça. Dans ton dernier article, tu parlais de ça, de un peu tout ce qui est le monde des influenceurs vanlifer. Après, qu'est-ce qu'est un influenceur, c'est difficile à définir, mais justement, il y a peut-être... comment tu verrais les choses, genre qu'est-ce que tu aimerais voir parce que moi, de mon point de vue, étant genre seul aussi dans mes projets, moi ce que je vois beaucoup dans le monde de la van life sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de la business. La philosophie derrière, elle vient un peu en second plan. Donc toi, comment tu verrais, qu'est-ce que tu aimerais voir parmi les influenceurs, comme on les appelle? Ben ça s'est déjà fait. Au niveau, je regarde en arrière, moi je faisais du vélo de montagne dans les années 90 quand ça a commencé à être populaire. Et ce qui est arrivé de ça, c'est que les gens envahissaient les forêts avec le vélo de montagne, puis ils trashaient la place littéralement. Puis là, ben, même réaction des gouvernements, ça commençait à fermer les trails à gauche et à droite et empêcher l'accès au vélo de montagne. Et là, l'industrie s'est réveillée un moment donné pour se réaliser que, hey, on fait boire partout, ben, notre business, ça va prendre la barre, là, mais on fera plus une scène. Fait que les business, les médias impliqués dans le vélo de montagne, tout ce monde-là ont aidé à participer dans ce qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, là, Tread Lightly, qui était justement une philosophie d'utiliser les endroits de façon intelligente et respectueuse. Pour la préservation. C'est juste de faire la promotion de ça. Ça serait, ça bénéficie de tout le monde. Là. Même ceux, là, je donne un exemple, là, je ne donnerai pas de nom, là, mais les fabricants de VR, là, de la vanne, puis tout ça, monter pour vivre autonome, là, ben, tu sais, faites votre effort, vous autres avec, là, parlez-en, juste le fait d'en parler, mais ils n'en parlent même pas. C'est ça que je trouve déplorable. Okay. Sujet plus léger, on va finir notre petite discussion. En ce moment, tu te trouves dans quel coin et c'est quoi tes plans cet été? Là, présentement, j'étais à Rimouski, j'étais à le traverser pour aller à Forestville. Je m'en vais vers Havre-Saint-Pierre. Puis après? Après, on va voir. On ne le sait pas encore. Go with the flow. Ben, merci, Jerry. Merci, Jerry. Merci beaucoup. On peut te suivre sur le ninjagri2.blogspot.com, c'est ça? Oui, le ninjagri2.blogspot.com, puis c'est minimum une fois par semaine. Parfait. Bon, ben, bonne route. Merci, Florent, toi aussi, puis on se rejoint. Bonne traversée. Ciao. Salut. Comme dit Jerry, la communauté Van Life, qu'elle soit corporative ou sur les réseaux sociaux, pourrait promouvoir un peu plus les idées comme le Leave No Trace, etc. Mais
au-delà de ça, comment faire pour qu'il y ait un vrai changement dans la façon dont les nomades utilisent les endroits de camping sauvage? Avant de répondre à cette question, on va faire une petite pause avec le segment des nouvelles nomades. Un accessoire pour les nostalgiques maintenant disponible. C'est pour les propriétaires de Citroën Jumper en Europe. J'ai trouvé ça sur les sites de 4h10.com et de carjagger.com. Ce sont des kits qui permettent de transformer votre van en légendaire fourgon Citroën type H de 1947, un modèle vintage mythique. Ces kits, ils sont produits en Italie et sont disponibles en fait avec l'achat d'un Citroën Jumper. Ça donne, vous verrez les photos si vous allez sur les liens, ça donne un look assez vintage qui est très très cool en fait, avec un véhicule moderne à l'intérieur qui consomme un peu moins et qui est peut-être un peu plus fiable, même si les moteurs de 1947 peut-être étaient plus fiables que les moteurs d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais le problème peut-être là-dedans, c'est que le kit pour modifier son fourgon revient en euros, c'est 16 500 €, donc à peu près 25 000 $ canadiens, alors que sans le kit, le fourgon revient à 26 000 € hors taxe. Donc c'est un beau kit qui, je pense, est surtout pour les professionnels, mais peut-être qu'il y a certains van-lifers qui font beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux qui peuvent se le permettre. Blague à part, ça a l'air très très cool. Deuxième nouvelle pour notre segment nouvelle, c'est une petite statistique que je trouvais intéressante de vous partager. Qui s'intéresse à la van life? Vous vous le demandez peut-être, ou peut-être pas, maintenant vous le saurez. Alors, en France, c'est sur la côte atlantique que le plus grand nombre de recherches sur le sujet est faite, notamment dans les Pays de la Loire et en Aquitaine. Et au Canada, par contre, ce qui est assez drôle, c'est que c'est le Québec qui semble être le plus intéressé par le sujet, vraiment assez loin devant la Colombie-Britannique. Donc, des petites statistiques partagées sur Google Trends. C'est toujours intéressant à savoir, soit par curiosité ou si vous vous lancez en business relié à la van life, comme on en parlait plus tôt avec Jerry. Retour au camping sauvage. La problématique du boondocking à certains endroits peut être en partie réglée par des simples aménagements. Certains diront que cela va à l'inverse de l'idée même du camping sauvage, je vous entends. Mais par exemple, l'étude, enfin pas vraiment très scientifique, mais l'expérience a été faite à de nombreux sites, dont un où je me trouve en ce moment, où le camping sauvage est populaire, notamment sur les terres de la Couronne et terres publiques dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Colombie-Britannique, Alaska, ouest des États-Unis. Et on a remarqué que la simple présence d'un bac à déchets et d'une toilette sèche sont vraiment un point crucial parce que si on met ces sortes d'aménagements très simples, soit au commencement d'un sentier, pas loin d'une plage, d'un stationnement, cela permettrait de limiter la dégradation des lieux. Il y aurait vraiment une étude à faire là-dessus, avec une sorte de projet pilote peut-être au Québec, dont je crois qu'on pourrait vraiment faire ça. C'est quelque chose d'assez facile à mettre en place pour les municipalités, surtout que le coût, au final, de la dégradation des endroits est bien supérieur au coût de mettre en place un petit bac à déchets et une petite collecte de déchets, même si, évidemment, il y aura des abus, parce que même avec une toilette, même avec une poubelle, j'ai confiance en l'humain, il y aura toujours des abus. Certes, il y a plus de vannes sur la route, ce qui engendre plus de densité et donc de déchets, mais le problème est que ceux qui commettent ces dégradations, ce sont les mêmes individus ou le même type d'individus qui commettaient ces dégradations avant même que la van life soit si populaire. Il y a 20, il y a 30 ans, il y avait beaucoup moins de gens sur les routes, mais ce sont toujours les mêmes gens qui dégradent. Ce sont souvent des gens, je vais essayer de ne pas pointer de doigts, mais ces gens-là, ils viennent pas nécessairement de très très loin, ils viennent parfois des alentours. Ce ne sont pas donc des nomades responsables comme on l'entend aujourd'hui. Ils sont là pour profiter d'un endroit comme ils iraient en croisière, si on veut, ça, en se crissant pas mal, je vais utiliser les mots, ils se crissent vraiment de ce qu'ils laissent derrière eux parce qu'ils sont habitués à ce que quelqu'un ramasse derrière eux. Et je peux vous assurer que les nomades de la mouvance vanning, de notre côté, et vous en faites partie peut-être et sûrement si vous m'écoutez,
on a une passion et un amour pour ces endroits. Et on veut les préserver à tout prix parce que c'est dans notre intérêt de conserver ces places, de vraiment respecter ces lieux où on va et où on reviendra. De l'autre côté, il y aura toujours des humains, voyageurs ou pas, pour qui la planète est une poubelle. Donc le problème, il relève plus d'éducation autour de notre impact et de notre consommation plutôt que de l'interdiction presque systématique de la présence même de campeurs. Par exemple, au Canada, on adore faire des feux de camp. On adore les feux de camp. Les campeurs, ils font des camps presque par réflexe. On a cette envie et ce besoin. Et je pense que c'est même au-delà du Canada. C'est assez incroyable. D'ailleurs, juste à côté de moi, la première chose il y a des campeurs c'était la fin de semaine. Et on était là depuis une semaine. Et il y a eu quelques campeurs qui sont venus sur le spot où on était. Et la première chose que les gens font quand ils s'établissent, même si on est en plein été et que la plupart des gens ne font même plus leur cuisine au feu de camp, c'est de chercher du bois et d'allumer un feu. Cette simple action de faire un feu de camp, si elle est produite par des centaines et des centaines de personnes au même endroit, si elles en ont même pas vraiment besoin, si c'est juste pour faire une petite photo Instagram ou pour avoir une sensation qu'on est dans la forêt, cette action, elle a inévitablement un impact. Alors, le côté positif, parfois, c'est que ça va nettoyer les forêts de ce qui pourrait contribuer à la propagation des feux de forêt. Donc, c'est une bonne chose. Mais dans la majorité des cas, dans d'autres écosystèmes, comme sur cette plage en Gaspésie ou n'importe où ailleurs, le bois mort joue un rôle précis. Par exemple, sur la plage, le bois mort, il joue un rôle important dans la rétention des dunes ou du sable. Donc, bien sûr, on ne peut pas savoir toutes ces choses-là. Mais encore une fois, les nomades, ils ont une passion pour les endroits où ils passent. Ils sont avides de connaissances du genre. C'est vraiment qu'en éduquant qu'on va changer. Donc, en plus de mettre un petit bac à déchets, pourquoi ne pas mettre une pancarte qui informe sur les effets et l'impact qu'un campeur peut avoir avec tel ou tel usage. Il y a un principe philosophique dont je parle très souvent avec une amie, Annabelle, si tu nous écoutes, tu sauras que je parle de toi. C'est le principe selon lequel, dès qu'on va faire quelque chose, il faudrait techniquement se poser la question, et si tout le monde fait la même chose que moi, quel impact ça aura sur le monde? C'est-à-dire, est-ce que ça aura un impact positif ou un impact négatif? Bien sûr, c'est très difficile de vivre selon ce principe, mais c'est une bonne question à se poser quand on va faire quelque chose, par exemple un feu de camp. Si tout le monde fait un feu de camp alors qu'il n'en a pas nécessairement besoin ou c'est juste pour faire brûler des marshmallows, on n'a pas vraiment besoin de faire un feu de camp. Donc, ce sont des actes qui sont très reliés à la simplicité volontaire et au minimalisme. Donc, c'est un sujet qu'on pourrait explorer peut-être dans un épisode prochain. Mais si on souhaite vraiment régler le problème, l'interdiction ne va satisfaire que les campings privés. Et ça va se faire ça aux dépens de tous les commerces locaux qui bénéficient beaucoup de la présence des nomades qui ne vont pas nécessairement sur les campings. Et parce que l'une des valeurs principales des nomades, c'est de consommer local et d'encourager les petits commerces. Exemple, à Douglastown, la plage. Parmi les nombreux jours que j'ai passés sur le magnifique site de camping sauvage là-bas, j'ai passé autant de jours à me rendre à la super auberge de Douglastown, qui est un café communautaire, super cute. Et j'encourage tout le monde à y aller chaque fois que je parle de cet endroit-là. C'est là où j'ai uploadé beaucoup de mes vidéos, où j'ai fait du montage, où je suis allé travailler, rencontrer des gens. Et c'est un endroit fantastique. Ce n'est qu'un exemple, mais il y a toujours plein de petits commerces qu'on peut aller encouragés et qui bénéficient beaucoup de cette affluence de van-lifers qui sont de passage. Comme vous le voyez, le sujet du camping sauvage en van life, il est assez complexe. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans le futur pour suivre l'avancement des législations et évoquer aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Pour tous ceux qui nous écoutent sur le vieux continent, ça aurait été un épisode très, très québécois, mais je voulais en parler pour ce premier épisode parce que je trouve ce sujet très intéressant et je crois qu'il faut en parler, même si on ne peut pas régler
tout ça avec une baguette magique. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Donc merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler, à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Suivez-moi sur YouTube si ce n'est pas le cas, sur Facebook, sur Instagram, sur Patreon. Il suffit juste de rechercher Ma vie en van là, et vous trouverez tout ça facilement. Mais si vous êtes là, c'est que on se connaît déjà un peu. Donc portez-vous bien et vive la van. Ciao!